L'histoire commence avec l'héroïne Ying qui déjeunait dans une zone isolée sur une île. Deux hommes entrèrent et lui annoncèrent que les hommes du vendredi étaient solides dans leur gang et que leur boss leur avait ordonné de la liquider ainsi que ses hommes. Ils s'apprêtèrent à l'attaquer, mais Ying se leva rapidement, saisit une bouteille à proximité et les frappa jusqu'à les neutraliser complètement. Elle sortit ensuite comme si rien ne s'était passé. Au même moment, le père de Ying, chef du gang, se trouvait face à l'officier de police Xiao. Le père fit remarquer que son gang n'avait jamais embêté la police ni commis d'actes louches et demanda pourquoi Xiao lui infligeait cette mauvaise entrée. Xiao répondit qu'il savait ce qu'il voulait et que, soit le père le lui donnait, soit son gang ne verrait pas le soleil se lever. Le père comprit que c'était la fin après toutes ces années où il avait servi Xiao et pointa son pistolet sur lui en affirmant que le gang ne tomberait pas si facilement. Xiao pointa également son arme. À cet instant, Ying arriva et vit la police ainsi que les hommes de son père en bas. Le bras droit de son père lui expliqua que le boss était en haut avec l'officier qui voulait quelque chose de lui. Soudain, un coup de feu retentit. Ying monta en courant et trouva son père au sol. Elle se précipita vers lui en criant de douleur, puis se retourna avec les yeux pleins de rage, déterminée à faire payer Xiao. Au même moment, une jeune femme qui ressemblait exactement à Ying, nommée Ning, vivait mariée dans une famille cruelle où sa belle-mère se montrait particulièrement dure. Ce jour-là, Ning découvrit que son mari la trompait avec sa meilleure amie. Lorsqu'elle les confronta, ils la battirent violemment. N'en pouvant plus, elle leur abandonna la maison et partit en courant vers la voiture que la famille de son mari avait sabotée pour provoquer un accident fatal, car sa belle-mère avait pris l'entreprise de la famille de Ning et convoitait les actions à son nom. Au moment où Ning comprit que les freins étaient coupés, Ying conduisait sa propre voiture dans un état de colère intense. Les deux véhicules se percutèrent violemment. Ying se réveilla dans la maison du mari de Ning. Lorsque sa belle-mère tenta de lui parler mal ou de s'approcher, Ying, même sans souvenir, la menaça en l'insultant et fut sur le point de lui casser le bras. Son corps, habitué au combat en tant que fille de chef de gang, réagissait instinctivement. Elle se tourna ensuite vers l'homme qu'elle prenait pour son mari et l'accusa d'avoir profité d'un état altéré pour la faire épouser sa famille corrompue. Quand il lui cria dessus, elle le domina physiquement jusqu'à ce qu'il implore sa pitié en la reconnaissant comme sa femme. La belle-mère affirma, alors que cette femme n'était pas celle de son fils. Ying demanda qui elle était dans ce cas. À ce moment, le médecin entra et expliqua à la belle-mère que le choc violent avait provoqué une perte de mémoire et que la personnalité pouvait changer. Ying demanda au médecin quand elle retrouverait la mémoire. Il lui conseilla de rester dans des endroits familiers et avec des personnes connues pour favoriser le retour des souvenirs. Cette nouvelle ne dura pas, car Ying décida immédiatement de demander une protection policière, menaçant de tuer quiconque s'approcherait d'elle. Elle ignorait que l'officier chargé de sa protection serait Xiao. Après avoir tué le père de Ying et pris la puce qu'il portait, Xiao n'arrivait pas à l'ouvrir et pensait que la fille du boss connaîtrait le mot de passe. Son collègue l'interrompit en mentionnant 3 signalements pour des crimes commis par un autre gang et en rappelant qu'il n'arrivait pas à retrouver la fille qu'il avait sauvée lors d'un enlèvement où il avait failli s'évanouir, sa description étant trop vague. Xiao entra dans la maison que Ying prenait pour celle de la famille de son mari. Dès qu'elle le vit, elle admira son uniforme. Lui fut choqué de voir la fille du chef de gang là. Elle lui expliqua qu'elle avait porté plainte. Il lui demanda si elle ne le reconnaissait pas. Voyant qu'elle embrassait sa belle-mère, il pensa qu'il s'agissait d'une famille de fous. Elle crut que même l'officier était de leur côté. Elle observa sa belle-mère l'emmener s'asseoir au bureau et lui montrer ses actions dans l'entreprise, les mettant à sa disposition. Xiao tenta de parler des problèmes de l'entreprise pendant que Ying enregistrait tout discrètement. Il annonça à la belle-mère qu'il resterait quelques jours pour revoir les papiers, en réalité pour se rapprocher de Ying. Une fois terminé, il alla la voir et lui mentionna qu'il avait appris que King était la femme de son cousin. Ying répondit qu'elle ne se souvenait de rien. Il exprima de la compassion. Elle expliqua que son père lui avait laissé des actions et que la famille essayait de lui faire du mal à cause d'elle. Il fit remarquer qu'elle ne s'en souvenait pas une minute plus tôt. Elle précisa que sa tablette contenait toutes ces informations et qu'elle n'était pas idiote malgré l'amnésie. Il décida de la surveiller étroitement pour juger par lui-même. Désormais, chaque fois que quelqu'un tentait de lui faire manger ou boire quelque chose, Ying frappait la personne et jetait tout, convaincu qu'on voulait l'empoisonner. Elle parvint également à faire chasser par sa belle-mère l'amie traîtresse qui complotait contre elle. La nuit, elle sortit se promener sur le lieu de l'accident dans l'espoir de raviver ses souvenirs, son cerveau étant confus et ne retenant que l'image de 2 voitures qui se percutaient. Soudain,
2 hommes l'attaquèrent, mais elle les neutralisa violemment. Un troisième observa de loin et conclut qu'il était impossible que ce soit Ning, estimant qu'elle avait acquis des compétences en karaté lors de l'accident. Xiao ne pensait qu'à confirmer si c'était bien Ying, convaincu qu'un tatouage du gang se trouvait sur son dos. Il joua avec le jet d'eau qu'elle tenait dans le jardin, pendant qu'elle était perdue dans ses pensées. Il courut vers elle en prétextant qu'elle allait attraper froid et qu'il fallait enlever sa robe. Il tenta de tirer sur son épaule pour vérifier, mais ne trouva pas le tatouage et reçut une gifle. Il élabora un autre plan. Annoncer publiquement que le père de Ying était vivant et diffuser la nouvelle à la télévision, pensant que si c'était vraiment sa fille et qu'elle simulait l'amnésie, elle réagirait pour le voir et qu'il pourrait alors la piéger. Il attendit devant la fausse chambre d'hôpital. Ying vint effectivement, mais pour un suivi médical après l'accident. À ce moment, un homme se faisant passer pour un officier, qui surveillait Ying, envoya 2 hommes, croyant que le père était vivant et voulant le tuer, mais il découvrit que la chambre était vide. Le lendemain, la sœur de l'homme qu'elle prenait pour son mari arriva avec son fils, l'air venimeux. Elle montra à ses parents des photos de Ying dans son apparence et ses vêtements habituels, les surprenant en affirmant que c'était la femme de leur fils. Elle insista sur le fait que ce n'était pas le cas et que cette femme était la fille d'un grand chef de gang revenu de l'étranger. La belle-mère répliqua que personne n'était plus venimeux qu'elle. La sœur poursuivit en rappelant que le chef était mort récemment et que sa fille avait eu un accident le même jour que la femme de son frère, suggérant un échange de personnes profitant de la perte de mémoire et du changement de caractère. La sœur décida de faire offrir des bonbons à la fraise par son fils, sachant que Ning y était allergique. Si Ying les mangeait sans réaction, ce ne serait pas elle. Mais Ying développa une allergie sur tout le corps et se gratta intensément. En courant, elle trouva Xiao et lui demanda de s'éloigner de son visage. Il la porta comme un sac jusqu'à la salle de bain et la posa sur le lavabo. Elle le menaça de crier s'il osait trop. Il lui rappela qu'elle avait pris le dossier de l'affaire Ying dans sa chambre et l'accusa d'arrêter de mentir. Elle expliqua qu'elle voulait savoir qui elle était malgré ses souvenirs absents. Il conclut qu'elle avait appris des informations sur Ying, notamment son allergie, et simulait la réaction. Il lui lava les mains sous le robinet, et l'allergie persista. Mais le petit garçon avait avoué à sa mère qu'il avait mis de la confiture de cerise, pas de fraises. La mère pensa que Ying avait simulé sans vérifier le goût, et elle conclut que si ce n'était pas vraiment Ning, les actions leur reviendraient et qu'il fallait la démasquer. Ying sentit que quelque chose clochait. Ses vêtements ne lui allaient pas, les tailles n'étaient pas les siennes, et elle se sentait faible et fragile, contrairement à ses capacités de combat. Elle comprit que la mort du père de Ning était suspecte, l'entreprise de sa belle famille l'ayant prise. Elle ignorait que la vraie Ning les surveillait via des caméras dans la maison. Le lendemain, elle entendit sa belle-mère lui demander d'aller parler à un gang de mendiants sur un terrain appartenant à leur entreprise, en tant qu'actionnaire. Comme elle s'y attendait, c'était le gang de son père. Dès que ces hommes la virent, ils exprimèrent leur soulagement de la savoir en vie et demandèrent où elle avait été. Elle répondit qu'ils devaient la confondre avec quelqu'un d'autre et qu'elle venait pour le groupe d'entreprise à son nom, Ning. Le bras droit de son père montra une photo sur son téléphone et insista sur la ressemblance extraordinaire, affirmant qu'elle était bien la fille du boss. Ying n'était pas naïve et confirma que sa belle-mère l'avait envoyée pour une raison précise. Elle décida de ne rien révéler et maintint que c'était une simple ressemblance. Sa belle-mère et la sœur de son mari les surveillaient via caméra, et l'homme qui la traquait avec un fusil attendait une confirmation pour l'éliminer. Xiao courut avec son collègue pour la rattraper, mais les hommes de son père insistèrent et lui apportèrent sa tablette, proposant qu'elle l'ouvre avec son empreinte pour prouver son identité. Lorsque Ying posa le doigt, l'appareil ne s'ouvrit pas vraiment, ce qui fut provoqué par la vraie Ning, qui changeait les empreintes à distance et observait la scène. Les hommes du père de Ying, convaincus que ce n'était pas elle, tentèrent de l'attaquer, mais Xiao arriva avec une brigade pour la sauver. Voyant qu'elle refusait de bouger, il la porta comme un sac et partit. Elle insista cependant pour revenir parler au gang une seconde fois, les suivant jusqu'à obtenir un accord et faisant signer le bras droit de son père. De retour à la maison, Xiao entendit son collègue noter que le gang du père avait confirmé que ce n'était pas elle et demandé pourquoi il restait obsédé par cette affaire dans cette maison pleine de dangers. Xiao répondit que c'était bien Ying, sa manière de négocier, de jouer au dé et de manier les armes le confirmant, même dans l'obscurité, et qu'il cherchait juste l'erreur dans l'identification. Ying apprit qu'un test ADN était imminent, ce qui la terrifia. Si on découvrait qu'elle n'était pas Ning, personne ne la regretterait. Elle chercha comment obtenir un échantillon de sang de la vraie Ning.
En se promenant dans le jardin, elle surprit sa belle-mère en discussion avec l'homme qui voulait la tuer, révélant qu'il utilisait l'entreprise comme couverture pour trafiquer des armes. Elle vit le petit garçon courir vers elle, mais il s'évanouit sous le stress en voyant les armes, ses poumons refusant l'oxygène. Ying décida de lui faire du bouche à bouche, mais la famille refusa, pensant qu'elle voulait le tuer. Xiao se rangea de son côté pour l'encourager. À l'hôpital, le médecin confirma que son intervention avait sauvé l'enfant. Xiao arriva derrière elle, lui mit sa veste et loua son action, demandant pourquoi elle tremblait. Elle expliqua qu'elle n'avait pas peur, mais que l'échec aurait été terrible. Il assura qu'il aurait été à ses côtés, puisqu'il l'avait encouragé. Elle nota qu'il ne semblait pas être un officier corrompu couvrant cette famille. Il répondit que l'important était ce qu'elle pensait de lui, et lui sourit magnifiquement. Au lieu de la remercier d'avoir sauvé le garçon, la famille l'enferma avec le médecin pour le test ADN, mais elle but de l'alcool et s'en aspergea pour l'éviter. Ils annoncèrent qu'ils prendraient tout le sang nécessaire et la laisseraient enfermée jusqu'à l'analyse. Ils parvinrent à la blesser et à prélever son sang pour l'analyse. Ying pensa qu'elle était perdue cette fois. Elle tenta de suivre le médecin pour le frapper et changer l'échantillon, mais quelqu'un ouvrit la portière et la tira dedans. C'était Xiao. Quand il vit le médecin revenir, il la tira pour l'embrasser et cacher son visage. Elle le mordit et s'enfuit en courant. À ce moment, Xiao se souvint d'une nuit où, ivre, il avait attrapé une fille par la main et l'avait embrassée. Elle l'avait mordue pour se libérer. C'était elle qui l'avait sauvée. Le lendemain, la famille organisa une grande fête pour humilier Ying à l'annonce des résultats. Mais ceux-ci confirmèrent qu'elle était Ning à 100%, humiliant la famille aux yeux de tous, qui commentèrent leur traitement cruel envers la femme de leur fils pour ses actions. Ying, autrefois comme un poussin mouillé, les toisa désormais avec assurance et releva le menton en affirmant qu'elle avait tout prévu. Elle ne se tut pas et accusa sa belle-mère que les cadeaux de sa fille, tout l'or, étaient faux, le collier en pierres précieuses également, et que sa fille avait volé les vrais pour avoir de l'argent. Elle ajouta que le mari de cette fille était un coureur invétéré et que la sœur était venue la retourner contre elle pour prendre ses actions et payer les dettes familiales. Le mari vérifia le coffret à bijoux de sa mère et découvrit que tout était de la dernière collection bon marché. Xiao et Ying observèrent la scène en retenant leur rire. La nuit, l'homme qu'elle prenait pour son mari entra chez elle et tenta de la convaincre de recommencer, comme avant en oubliant le passé. Mais Ying le repoussa violemment et lui fourra sa chemise de nuit dans la bouche. Elle sortit en courant et trouva Xiao assis là. Elle s'approcha et s'assit sur ses genoux pour que son mari voie. Depuis qu'il était sûr que c'était la fille qu'il avait sauvée lorsqu'il était ivre, Xiao ne se contrôlait plus avec elle. Il lui murmura qu'elle jouait avec le feu et demanda si elle voulait continuer. Elle répondit qu'il avait peur. Quand son mari tenta de s'approcher, elle le repoussa. Xiao la tira pour l'embrasser devant lui. Mais elle eut peur, sentant qu'il la désirait vraiment et non seulement pour éloigner son mari. Elle s'enfuit en courant. Xiao réfléchit ensuite et apprit du test ADN que Ying et Ning, la disparue, étaient des jumelles identiques, expliquant les résultats identiques sans manipulation. Le lendemain, Ying se réveilla avec l'homme qu'elle prenait pour son mari assis sur le lit, affirmant qu'il allait lui prouver qu'il était meilleur et plus fort que Xiao. Elle se moqua de son apparence matinale. Soudain, la bonne annonça l'arrivée de l'ami de Ning. Celle-ci révéla à la famille qu'elle était enceinte du mari de Ying. Lorsqu'ils descendirent, ils la trouvèrent dans les bras de la belle-mère, ravie d'un futur petit-fils. L'ami se plaignit de jambes gonflées et demanda de l'eau chaude. Dès que la casserole arriva, elle tenta de la verser sur Ying, mais Xiao se plaça devant et son dos fut brûlé. Ying fut choqué et le fixa en silence quand il demanda si elle allait bien. Après leur départ, la famille la drogua et la laissa seule. Elle alla voir Xiao, qui avait enlevé sa chemise pour appliquer de la crème sur son dos. Elle lui prit la crème et lui en mit, expliquant qu'il s'était brûlé à cause d'elle. Il resta soumis et nota sa gentillesse, demandant si elle commençait à s'inquiéter pour lui. Elle répondit qu'elle était mariée et qu'il devait arrêter, précisant que c'était seulement parce qu'il l'avait défendue. Il lui conseilla de ne pas se forcer à découvrir qui elle était pour lui, affirmant qu'elle était une nouvelle version magnifique d'elle-même et qu'elle devait vivre librement. Le lendemain, Ying alla le voir et nota que le ventre de l'ami grandissait anormalement pour une grossesse de 2 mois, ressemblant plutôt à 5 mois, et demanda son aide. Elle avait raison. L'enfant présentait un défaut génétique et la grossesse ne tiendrait pas. L'ami avait soudoyé le médecin pour qu'il se taise et prescrive des pilules, favorisant une issue positive pour la famille. La nuit, l'ami appela Ying pour parler, lui prit la main en prétendant qu'elle l'avait poussé et hurla qu'elle faisait du mal à son bébé, attirant le mari. À l'hôpital, il était trop tard.
Elle fit une fausse couche, l'enfant étant déjà mort. L'ami simula le désespoir. Ying l'accusa de sacrifier son bébé pour la piéger, la qualifiant de sans cœur. Xiao entra avec le médecin soudoyé, montrant le chèque et révélant qu'il avait prescrit des pilules abortives en sachant le risque. Le père de l'ami cria sur la belle-mère de Ying pour avoir causé cela malgré la faute de sa fille, portant l'enfant de la famille, menaçant de leur faire payer. Ying intervint en affirmant que l'enfant n'était même pas de lui et montra une vidéo de l'ami avec le beau-père complotant pour attribuer l'enfant au fils. La belle-mère de Ying s'effondra. Elle et son fils frappèrent partout dans la confusion. Le beau-père tenta de les arrêter tandis que Xiao et Ying observaient la scène avec amusement. Ensuite, Ying alla voir son beau-père et exigea les copies de la vidéo en échange de son entrée au conseil d'administration comme actionnaire principal et de sa candidature à la présidence, promettant de ne pas divulguer les scandales familiaux. La nuit, Xiao entra avec 2 tasses de thé et félicita Ying pour avoir assuré sa place dans la famille, l'entreprise et le conseil. Elle répondit qu'elle ne savait pas si elle pouvait se protéger seule. Il assura qu'elle le pouvait largement, mais ajouta qu'il sentait qu'elle n'avait plus besoin de lui. Elle précisa que sans lui, elle n'y serait pas arrivée et lui demanda de rester, car beaucoup restaient inconnus pour elle. Il pensa qu'elle allait se déclarer et se prépara à l'enlacer, mais elle parlait seulement de son aide. Il fut gêné et accepta de rester. Elle le regarda et annonça qu'elle devait dormir tôt pour une réunion du conseil le lendemain. Le lendemain, le beau-père de Ying envoya des voyous pour l'empêcher d'arriver à l'entreprise, mais Xiao la protégea. Le vote pour la présidence opposa Ying et son beau-père. Xiao vota pour elle et influença les autres après leur vote initial pour le beau-père. Ying les convainquit avec assurance jusqu'à gagner et commencer la semaine suivante. Elle rentra triste, pensant que Xiao était parti, mais il était devant elle. Elle le regarda les yeux pleins de larmes en avouant qu'elle avait cru qu'il l'avait abandonnée. Il assura qu'il serait toujours là quand elle aurait besoin de lui. Xiao retourna à son bureau de police, ignorant que le beau-père de Ying et son voyou avaient placé une caméra pour le surveiller, convaincu qu'il enquêtait sur eux et préparait un piège avec son trafic d'armes et ses liens avec les gangs. Mais Xiao savait pour la caméra et diffusa les informations qu'il voulait pour les paniquer et les faire agir, afin de les piéger et révéler leurs activités. Il fixa son téléphone dans la voiture. Son collègue demanda s'il n'allait pas appeler Ying pour son premier jour comme présidente. Xiao ne répondit pas. Le collègue rappela qu'il avait dit que le mauvais chemin menait au mauvais résultat, que le gang du père de Ying le tenait pour responsable de sa mort et que, quand elle se souviendrait, elle penserait la même chose. Xiao demanda de se concentrer sur la conduite et de se taire. Après son entretien, il appela Ying pour prendre de ses nouvelles, mais quelqu'un répondit en demandant s'il voulait la présidente Ying et en affirmant que c'était un mauvais numéro avant de raccrocher et jeter le téléphone dans l'eau. Les employés de l'entreprise prirent Ying pour une nouvelle recrue. Dans la tradition de l'entreprise, tout nouvel employé était kidnappé et emmené dans la salle de réunion, où on l'attachait, on versait de l'eau sur lui, et on lui écrasait même un gâteau sur le visage pour célébrer son arrivée. Une seule jeune femme la défendit courageusement, mais elle subit des insultes identiques à celles dirigées contre Ying. Xiao arriva rapidement et chercha Ying partout. Lorsque les employés confirmèrent qu'elle était réellement la présidente et non une imposteur, ils fondirent en larmes et s'agenouillèrent pour implorer son pardon. Ying contacta immédiatement les ressources humaines et ordonna le licenciement de tous les responsables. Elle fit inscrire sur leur CV la raison exacte de leur renvoi, rendant ainsi impossible leur embauche dans une autre entreprise. Xiao l'emmena ensuite dans son bureau. Ying appela la jeune femme qui l'avait défendue. Celle-ci entra la tête baissée. Ying lui demanda de relever la tête afin de la remercier pour son geste. La jeune femme se sentit coupable de ne pas avoir arrêté les autres, estimant qu'elle avait tort d'être restée dans la salle sans intervenir. Ying la rassura en soulignant qu'elle avait été la seule à se placer devant les agresseurs malgré leur nombre et leur soutien mutuel, ce qui représentait un acte respectable. Elle décida donc de la nommer sa secrétaire personnelle. La jeune femme exprima une joie immense et remercia Ying pour sa gentillesse et sa beauté, promettant de se mettre immédiatement au travail. Après son départ, Ying passa en revue les différents départements et découvrit une corruption généralisée. L'argent entrait et sortait sans aucun lien avec le travail réel, transformant l'entreprise en quelque chose de plus proche d'un magasin de vêtements que d'une société respectable. Elle se tourna vers Xiao et lui demanda de l'aider à obtenir les vrais documents de l'entreprise avec les chiffres et dépenses authentiques. Xiao accepta avec assurance, mentionnant qu'une belle récompense comme elle suffirait à le motiver.
Ying le regarda de haut en bas et refusa de se sentir à l'aise avec lui, demandant ce qu'il voulait vraiment. Il répondit qu'il le lui dirait une fois la tâche accomplie. Pendant que Ying circulait dans l'entreprise et vérifiait les comptes, la vraie Ning les surveillait via les caméras installées. Xiao retourna à son bureau et informa son collègue qu'ils avaient localisé l'endroit où le beau-père de Ying cachait la marchandise. Cette information fit paniquer le voyou, qui appela immédiatement pour ordonner de cacher tout rapidement. Le voyou rassembla ses hommes et se rendit à l'entrepôt, pressant tout le monde de charger en 10 minutes. Soudain, ils entendirent du bruit et se retournèrent, armes levées, pour découvrir Xiao accompagné de nombreux officiers. Xiao commenta la belle collecte qui ne bougerait plus d'ici et se demanda où le voyou comptait emmener ou détruire cette marchandise, accusant le voyou de nettoyer les affaires douteuses de son patron. Le voyou sortit une carte d'identité en prétendant être un vrai officier en enquête sur des marchandises volées, affirmant que les supérieurs savaient que Xiao enquêtait sur les liens du patron avec les gangs et qu'il lui avait ordonné de le couvrir. Il déclara sa mission terminée et laissa la marchandise à Xiao. Xiao feignit d'être convaincu en ironisant sur les phrases apprises dans un film policier, puis saisit toute la marchandise et donna 20 jours au voyou pour enquêter sur les comptes offshore du beau-père de Ying, le traitant de collègue. Le voyou accepta à contre-cœur et partit avec ses hommes. Le lendemain, Ying se rendit à un hôtel pour rencontrer un grand investisseur, l'entreprise ayant besoin de fonds urgents. Tout reposait sur elle. Un voyou tenta de se montrer arrogant, mais elle lui enfonça son pistolet dans les narines et exigea qu'il révèle le vrai patron derrière ce désordre, menaçant de le réduire en bouillie. La porte s'ouvrit soudain et Xiao apparut. Ying demanda ce qu'il faisait là. Il expliqua qu'il était bien officier de police, mais qu'il utilisait un faux nom pour réaliser de bons investissements à l'étranger. Ying nota que le monde était petit et préféra négocier avec quelqu'un de vrai plutôt qu'avec le voyou utilisé comme couverture. Après avoir signé le contrat avec Xiao, qui finança l'entreprise, une journée passa enfin dans le calme. Le lendemain, Ying se réveilla au milieu de rumeurs, accusant son entreprise de trafic de drogue, avec une enquête imminente. Son beau-père, refusant de rester inactif, cherchait à la faire tomber pour qu'elle abandonne l'entreprise. Xiao découvrit que le père de l'amie traîtresse avait lancé ces rumeurs. Ils partirent le chercher et le trouvèrent dans un endroit réservé pour chanter du karaoké. À peine entré, l'ami et son père les attendaient, fermèrent les portes et mirent le feu. Xiao et Ying cherchèrent une sortie. Xiao trouva un masque à oxygène et le plaça sur Ying au lieu de le garder pour lui, commençant à s'étouffer et à s'évanouir. Ying pleura sans savoir quoi faire. Xiao toucha sa joue et exprima le souhait que, si l'un d'eux survivait, ce soit elle, car cela le rendrait heureux. Mais elle retira le masque et lui fit du bouche à bouche jusqu'à ce qu'il reprenne conscience. Ils sortirent et capturèrent le père de l'ami. Ying le jeta aux pieds des partenaires à l'entreprise en présentant la preuve qu'il avait lancé les rumeurs et menaçant de tout envoyer aux médias. L'homme la poussa, sortit son pistolet et visa en affirmant que, si elle voulait le détruire, ils tomberaient ensemble et qu'il ne la laisserait pas profiter tandis qu'il mourrait comme un chien. Du coin de l'œil, Ying vit Xiao derrière lui avec un bâton de hockey, prêt à frapper. Les partenaires réalisèrent la dangerosité de l'homme. Xiao demanda si quelqu'un avait vu quelque chose. Ensuite, il alla dans le bureau de Ying. On frappa soudain à la porte, c'était l'homme qu'elle prenait pour son mari, avec des fleurs. Elle refusa le cadeau et lui demanda pourquoi il entrait chez elle. Il rappela qu'il était son mari et qu'il voulait se réconcilier après s'être donné du mal. Elle exprima son soulagement d'avoir perdu la mémoire et oublié ce mariage qu'elle considérait comme un fardeau. Il insista sur ses efforts. Elle le chassa fermement. Il regarda Xiao et proposa une rivalité pour prouver qui était le meilleur. Xiao le renvoya en le traitant d'idiot. Le lendemain à l'entreprise, Ying découvrit que l'ami humilié avait envoyé à tout le monde et aux médias des vidéos montées obscènes d'elle et Xiao. Les médias affluèrent pour un scoop sensationnel. Ying présenta la vraie vidéo et exposa l'ami devant les médias et la télévision, soulignant les détails qui prouvaient que c'était elle, comme une tache sur l'épaule droite et un goût pour des chemises de nuit bon marché. L'ami tenta de se rattraper en notant que Xiao passait trop de temps dans le bureau de Ying et que leur proximité n'était pas respectable pour une femme mariée. L'homme qu'elle prenait pour son mari intervint en défendant farouchement l'honneur de sa femme. Xiao entra et prit la défense de Ying, affirmant qu'elle n'aurait jamais fait cela et qu'elle était une femme respectable. Il proposa même que les médias écrivent qu'il avait tenté de séduire une femme mariée, innocentant complètement Ying. Après le calme revenu, Ying demanda à Xiao pourquoi il s'était sacrifié ainsi. Il expliqua que pour lui,
Elle n'était ni la Ning mariée ni la femme que tout le monde imaginait, mais une personne unique. Elle lui retira la veste et la chemise, voyant son dos brûlé, parce qu'il s'était interposé lors d'une attaque au café chaud. Elle appliqua la pommade. Soudain, il la tira par la main, et la rapprocha. L'homme qu'elle prenait pour son mari les observa. Celui-ci ragea intérieurement en réalisant qu'elle n'était pas enceinte de lui depuis peu. Le lendemain, Xiao accompagna Ying à un rendez-vous. Lorsqu'elle descendit de la voiture, elle sentit quelqu'un derrière elle et sortit son couteau pour attaquer, mais c'était le bras droit de son père. Elle ne s'en souvenait que vaguement. Il affirma qu'elle était bien Ying, la fille de leur boss, et demanda ce qu'elle faisait avec l'officier qui avait tué son père, l'exhortant à se réveiller. Elle le suivit à l'entrepôt. Il lui rappela le jour où elle était venue négocier pour signer les papiers du terrain, soulignant que ses gestes, sa manière de faire et sa prise d'armes étaient uniques. Il montra des photos de surveillance et raconta que, le jour de la mort de son père, seul Xiao était avec lui sur le toit, et qu'elle l'avait trouvé mort en arrivant. Ying sentit qu'elle allait s'évanouir. Il la soutint et lui demanda si elle allait bien, lui conseillant de s'asseoir. Elle refusa son aide et décida de découvrir la vérité par elle-même. Elle se rendit au bureau de Xiao et pointa son pistolet sur lui, exigeant qu'il raconte ce qui s'était passé et pourquoi il avait tué le chef du gang. Il reconnut qu'elle avait de nombreuses questions, mais qu'il ne pouvait pas répondre pour l'instant. Elle accusa de jouer un jeu et déclara que leurs chemins se séparaient désormais. Le lendemain, Xiao entra dans le bureau de Ying avec plusieurs officiers et un mandat d'arrêt contre elle, l'entreprise étant impliquée dans des affaires suspectes avec de nombreux gangs. Ying le fixa avec un visage fermé et une profonde déception, incapable de croire à ses actes. Elle se retrouva en cellule. Xiao l'interrogea et lui proposa de signer un aveu, promettant, en raison de leur ancien accord, de rendre sa vie en prison moins dure. Ying rit avec mépris et affirma qu'elle sortirait bientôt et le traiterait pire qu'un domestique. Il tenta de l'étrangler et rappela que tous ceux qui étaient passés entre ses mains avaient résisté avant d'avouer. Elle le défia de la tuer s'il était un homme, menaçant sinon de rendre sa vie infernale à sa sortie. Il accepta le défi, mais prévint qu'elle ne devait pas lui en vouloir pour ce qu'il allait lui faire. Son beau-père et l'officier voyou observaient, convaincus que Xiao était avec eux en échange de se débarrasser de Ying. Xiao la laissa en cellule. Le gang de son père et son bras droit vinrent la voir, fournissant des preuves qu'elle n'était liée à aucun crime de leur gang ni d'un autre. Elle sortit et se rendit directement à l'entreprise. Là-bas, elle trouva Xiao arriver avec les officiers pour arrêter son beau-père après les avoir piégés et enregistrés. Dans son bureau, elle trouva Xiao qui l'attendait et la prit dans ses bras, soulagée qu'elle aille bien. Elle affirma qu'elle avait toujours eu confiance en lui, sinon elle n'aurait pas mis sa vie entre ses mains. Il expliqua qu'il enquêtait sur la mort du chef du gang, convaincu qu'elle était liée à son beau-père et à l'officier corrompu, et demanda un peu de temps. Elle accepta et serra sa main pour cacher qu'elle avait retrouvé tous ses souvenirs. Elle rendit visite à la tombe de son père avant l'entreprise et demanda pardon pour avoir aimé son meurtrier, promettant de le venger. La nuit suivante, en se promenant dans le jardin de la maison familiale, elle découvrit que Xiao avait accroché de nombreuses photos d'eux dans l'arbre ainsi que des lettres qu'il lui avait écrites. Ses yeux s'embuèrent en les lisant. Elle se dit qu'elle ne pouvait pas faiblir, qu'elle devait tuer le meurtrier de son père et qu'il ne pouvait rien y avoir entre eux. Elle partit au lieu de rejoindre l'endroit indiqué dans les lettres pour recevoir un collier. Elle ignorait que l'officier voyou allait la kidnapper et l'emporter comme un sac. Xiao s'inquiéta de son absence au rendez-vous. Il reçut un appel confirmant qu'elle était avec le voyou. Il courut à l'entrepôt et la trouva attachée. Le ravisseur menaça de la découper avec une scie électrique si Xiao ne rampait pas sur du verre brisé jusqu'à elle. Xiao rampa, ses genoux saignants. Ying tenta de crier malgré son bâillon, les larmes inondant son visage. Soudain, les hommes de Xiao entrèrent et tirèrent, forçant la fuite. Xiao courut la détacher. Ying prit le pistolet et le pointa sur lui, remerciant ironiquement pour les héroïsmes, mais refusant de pardonner le meurtre de son père. Il demanda si elle s'était souvenue. Elle confirma et l'accusa d'avoir tout fait pour obtenir le mot de passe de la clé USB. Il admit que c'était initialement vrai, mais qu'en se rapprochant d'elle, il l'avait vraiment aimée sans la tromper. Elle refusa d'écouter, soulignant qu'il avait eu 1 million d'occasions de dire la vérité sans le faire. Une balle partit soudain du pistolet et toucha Xiao. Il tomba, sortant de sa poche le collier qu'il lui avait acheté avant de s'évanouir. Ying s'assit et pleura, vengée mais vide. Elle sortit sous la pluie en pleurant, prenant la clé USB de son père sur Xiao. Elle l'ouvrit et découvrit les preuves de tous les crimes liant les autres gangs à la belle famille de Ning, ainsi que d'autres scandales.
Ying décida d'utiliser ces informations pour détruire tous ses ennemis. Elle commença par la belle-mère de Ning, révélant qu'elle avait épousé son mari fiancé à sa sœur en la tuant intentionnellement, par jalousie, pour prendre sa place dans une famille riche. Le mari, apprenant cela, ordonna aux gardes de chasser sa mère avec seulement ses vêtements, les autorisant à la battre si elle revenait, et promit de lui envoyer ses papiers. L'homme qu'elle prenait pour son mari, voyant sa mère chassée, décida de faire électrocuter Ying par les domestiques dès son retour. Ying se réveilla menotté dans la chambre de cet homme. Il demanda pourquoi elle avait agi ainsi, affirmant qu'il voulait se réconcilier et vivre bien. Ying tenta de gagner du temps en le rassurant que sa mère ne les aurait jamais laissés tranquilles et qu'il pourrait désormais vivre en paix sans elle ni sa sœur. Elle gagna du temps jusqu'à se libérer avec des outils cachés, prit un tasé, l'électrocuta et l'attacha. Quand il se réveilla, il n'était plus attaché mais portait une bombe. Ying exigea qu'il signe les papiers de divorce, menaçant sinon de le faire exploser. Il refusa initialement, affirmant qu'il la garderait attachée à lui. Elle répondit qu'elle préférait être veuve. Il céda et signa. Le lendemain, Xiao se réveilla à l'hôpital. Ying nota qu'il avait eu de la chance de porter un gilet pare-balles, sinon il serait mort, la balle étant proche du cœur. Il demanda si c'était bien Ying. Elle répondit qu'elle était Ning, décevant ainsi ses attentes, et partit rapidement. Elle reçut un message indiquant que le bras droit de son père avait été kidnappé et qu'elle devait venir seule pour le sauver. Elle arriva avec ses hommes et affronta les kidnappeurs dans une fusillade. Le kidnappé lui conseilla de fuir et de se sauver, les balles pleuvant. Elle refusa et insista pour qu'il sorte rejoindre ses hommes à l'extérieur malgré sa blessure. Il accepta à contre-cœur. Elle neutralisa les autres seuls. Elle trouva l'homme qu'elle prenait pour son beau-père, qui demanda à l'officier voyou si c'était bien Ying, la fille du chef de gang. L'officier questionna son déguisement et son infiltration. Elle expliqua qu'elle avait perdu la mémoire et s'était prise pour un membre de la famille, notant que personne n'avait remarqué malgré leurs bêtises. Elle ironisa sur l'idée de discuter tranquillement avec du thé. Son beau-père affirma que, peu importe son identité, elle mourrait là et qu'il présenterait son corps comme celui de la femme de son fils pour prendre entièrement l'entreprise. Elle répondit avec mépris qu'il rêvait et qu'elle détenait tous les papiers pour les envoyer en enfer, demandant sa relation avec la mort de son père et l'accusant de l'avoir mise sur le dos de Xiao parce qu'il savait ses crimes. Elle se retrouva seule face à tous les hommes armés de son beau-père, n'ayant que quelques balles, et se recommanda à Dieu. Soudain, Xiao entra avec ses hommes lourdement armés, tirant sur tout le monde et arrêtant l'officier voyou ainsi que le beau-père. Ying le regarda incrédule, croyant rêver, courut l'embrasser en pleurant et toucha l'endroit de la balle, demandant comment il était vivant et venu la sauver. Il répondit qu'il lui rendait l'appareil, égalisant le score à 1-1. Elle s'excusa en pleurant pour sa bêtise, n'ayant pas bien enquêté, et confirma que son beau-père était le coupable. Il expliqua qu'il enquêtait depuis longtemps. Son propre père avait été tué alors que sa mère était enceinte de lui, avec seulement l'empreinte du père de Ying sur la scène, mais ce dernier avait été acquitté. Xiao avait initialement cru à une corruption, mais découvrit que le beau-père était le vrai meurtrier, le père de Ying rassemblant des preuves contre lui. Le jour sur le toit, il était venu convaincre le père de Ying de lui donner ses preuves quand un sniper professionnel l'avait abattu. Ying était arrivé au mauvais moment, le trouvant mort avec la clé USB en main. À l'hôpital, Ning lui avait menti sur une fusillade entre gangs. Le père de Ying avait découvert l'implication du beau-père avec des gangs et tenté de le convaincre de changer, mais face au refus, il avait décidé de le dénoncer. La belle-mère de Ning avait payé l'officier voyou pour tuer le père de Xiao lorsqu'il avait hésité. Ning ajouta que la belle-mère avait payé l'officier quand le père de Ying avait hésité à tuer le père de Xiao en apprenant la grossesse. Ying décida ensuite de détruire le beau-père de Ning progressivement. L'homme fuyait constamment et tenta de livrer l'officier voyou comme bouc émissaire pour prendre sa place en prison. Xiao et Ying mirent un plan avec les hommes du père de Ying pour piéger et arrêter le beau-père en fuite, convainquant l'officier voyou, par la force ou la persuasion, d'être témoin clé contre lui. Ying rappela à Xiao qu'il lui devait encore de nombreuses promesses et lui demanda de faire attention. Il la rassura en affirmant qu'elle ne se débarrasserait pas de lui facilement et la tira pour l'embrasser devant tous les hommes, qui protestèrent en rappelant qu'ils étaient en mission et demandèrent d'arrêter les démonstrations affectueuses. Lors de l'exécution du plan, le beau-père de Ning utilisa ses relations pour suspendre Xiao de ses fonctions et le faire emprisonner temporairement jusqu'à ce qu'il kidnappe Ying et l'élimine. Mais le collègue de Xiao parvint à le faire évader pour qu'il rejoigne Ying rapidement et la sauve du fou.
Les officiers encerclèrent le palais et ordonnèrent au beau-père de Ning de lâcher son arme, car la femme de son fils avait fourni tous les documents l'incriminant et qu'il l'arrêterait. Il tenta de tirer sur Xiao, mais Xiao le désarma et lui tira une balle en pleine tête, les débarrassant définitivement de lui. Après un certain temps, lorsque tout se stabilisa, Ning revint et reprit le contrôle du groupe de son père. Ying apprit d'elle qu'elles étaient bien sœurs et que les gangs trafiquant des humains avaient tenté de les kidnapper enfants. Mais Ning avait attiré l'attention sur elle pour permettre à Ying de fuir, son cœur étant toujours bon. Elles s'étaient séparées pendant des années, Ying placée dans une famille riche, mais elles s'étaient retrouvées sans que leur père ait pu les voir ensemble. Ying reprit le gang et jura devant la photo de son père et ses hommes que le gang ne participerait plus à aucune activité criminelle ou illégale. Quant à Xiao et Ying, ils vécurent heureux et, s'ils continuaient leur démonstration affectueuse excessive, ils auraient de nombreux enfants. Que Dieu les protège. Ainsi se termina l'histoire pleine d'action, comme si on regardait une chaîne spécialisée en films d'action.